On avait démarré donc le chapitre 1, qui est le chapitre introduction. Nous avons commencé par donner les différentes phases de la compilation. Certaines phases, donc de la lexicale jusqu'à une partie de la sémantique, c'est du compile 1. Maintenant, c'est du compile 2. Donc là, j'entame le compile 2. Alors, est-ce que j'avais fait ça? Alors, j'avais donné des exemples. Euh, Rappelez-moi où est-ce que je me suis arrêtée. C'était ça, génération de la forme intermédiaire? Oui? C'était ça? Où est-ce que je me suis arrêtée? Au 3 ou au 4? Hein? Allô? Au 3. Au 3, parce que comme je parlais en même temps, comme je parlais en même temps 3 et 4, donc je me rappelle pas où est-ce que j'ai donné des exemples dans le 3? Les exemples. Bon, c'est pas grave. Alors, génération de la forme intermédiaire. Donc, vous avez plusieurs formes intermédiaires. Celles qu'on utilise le plus, ce sont, alors, la forme postfixée, les quadruplés et l'arbre abstrait. Donc, l'arbre abstrait, c'est une forme qu'on utilise dans l'analyse syntaxique. Elle permet de représenter donc un code sous une forme facile. Alors, exemple. Un tout petit exemple pour ne pas perdre trop de temps. X égale A plus B. A plus B. Donc, je vais écrire le code sous forme postfixée. Bon, je vais pas m'étaler sur les autres formes, hein. Je prends uniquement comme c'est une petite séance de révision. Donc, c'est pas la peine de rentrer dans les détails. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la forme postfixée? Pour générer une forme postfixée, alors, vous avez une expression de ce type. C'est une affectation. Donc, c'est une expression à laquelle que j'affecte à une variable x. Donc, la forme postfixée, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, forme postfixée, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit opérande 1, voilà, opérande 2, opérateur, voilà, opérateur, voilà. Donc, revenons à notre expression. On a en fait deux opérateurs. On a le deux points égal et le plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour générer la forme postfixée de cette expression? Vous empilez les opérandes dans l'ordre de leur rencontre, de leur arrivée. Alors, X. Ensuite, vous rencontrez le deux points égal. Le deux points égal est une affectation. Pour pouvoir affecter, il me faut le deuxième opérande. X étant le premier opérande, il me faut le deuxième. Comme je ne l'ai pas, donc il faut que je le génère d'abord. Pour le générer, donc c'est A. Maintenant, A. B. Ah, il y a un plus, oui. Mais comme il y a un plus, donc A est un opérande 1. Donc, j'empile le B. En fait, c'est une pile. J'empile le B, le plus, voilà. Et deux points égal. Voilà, deux points égal. Donc, voilà la forme postfixée de cette expression. Sur le reste, vous revoyez vos cours de compil, vous trouverez tout le nécessaire. Et puis, il y aura la série TD qui sera une révision. Voilà. On risque de faire TD peut-être cette semaine. On verra. On verra. Je vous le dirai, hein. Alors, la traduction dirigée par tous les cours ont démarré, c'est bon? Tous les cours de IL et de IV? C'est bon? Oui, madame. Ok. Pour les IV, non. Des- Ah, ok. D'accord. Alors, je passe au quatrième point, à la quatrième étape de la compilation, qui est la traduction dirigée par la syntaxe ou analyse sémantique. Alors, vous connaissez déjà ce que c'est une analyse sémantique sans avoir fait compilation. Par exemple, là, quand je fais x égale a plus b, je rajoute, j'ai le a qui est quelque part, je lui rajoute b, je ne peux pas faire la somme si a et b ne sont pas de type compatible. La même chose, je ne peux mettre le résultat de a plus b dans x que si a plus bx sont de type compatible. Donc, c'est de la sémantique. Vous savez faire de la sémantique sans que vous ayez fait le module. Par contre, là, on complète. C'est beaucoup plus que ça, l'analyse sémantique.
Ça vous va, cette façon de faire le cours? Vous me suivez? C'est bon? C'est bon? C'est bon? Je vais pas trop Oui, vite madame. pour vous. Vous suivez, il n'y a pas de souci. Vous m'arrêtez, hein. Vous m'arrêtez, donc vous me posez toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Il n'y a pas de questions bêtes. OK? Alors, l'analyse sémantique, c'est quoi? C'est une étape étroitement liée à la syntaxique. Donc, on ne peut pas dissocier sémantique, syntaxique. En fait, on les dissocie quand on les explique, mais quand vous lancez votre compilateur, il fait tout en même temps. Alors, cette étape se base sur une grammaire appelée grammaire sémantique. Alors, la lexicale, elle se base sur une grammaire d'expression régulière, qui est une grammaire lexicale, basée sur des automates à état fini régulier. L'analyse syntaxique se base sur une grammaire syntaxique et l'analyse sémantique, elle se base sur une grammaire sémantique. Et l'analyse peut être descendante ou ascendante. On avait expliqué, donc, le cas descendant, c'est le descendant, je commence du haut de l'axiome ou alors l'état initial ou axiome, je descends en comparant le programme que je veux compiler à la grammaire du langage. Par exemple, vous voulez compiler un programme écrit en C++, il vous faut un compilateur C++. Donc, vous avez le compilateur, vous avez votre programme, vous avez écrit un programme. Pour savoir si votre programme est correct, ce que vous faites, vous le calquez sur le compilateur en partant du haut de la grammaire, d'accord, du début de la grammaire. Vous dérivez bien sûr en utilisant une des méthodes qui sont là, ou alors les descendantes, elles sont là. Donc, vous utilisez une méthode. Si vous n'utilisez pas une méthode, c'est pas faux, mais vous faites du tâtonnement. Et vous allez perdre beaucoup de temps et beaucoup d'espace mémoire parce qu'en fait, c'est quoi un compilateur? C'est quoi une compilation? Une analyse syntaxique. Mais comme ça, dans tous les cas, vous allez utiliser une pile. Donc, vous allez empiler des membres droits de production. Vous allez empiler des noms terminaux. Les noms terminaux, vous allez les dériver. Si vous ne savez pas directement par quoi vous allez les dériver, c'est-à-dire si vous n'avez pas quelque chose d'automatique pour dériver, vous allez empiler des membres droits de production et peut-être ce ne sont pas les bons. Donc, vous allez les dépiler pour réempiler d'autres. Donc, ceci n'est pas une bonne méthode. C'est ce qu'on appelle une méthode non déterministe. On préfère les méthodes déterministes. Donc, elles sont là. Voilà. Maintenant, donc l'analyse syntaxique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vérifie la structure. Maintenant, l'analyse sémantique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se base sur une grammaire sémantique. Toujours, si c'est l'analyse descendante, elle part de l'axiome, elle dérive. Si c'est l'analyse ascendante, le contraire. On a notre programme. Qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de remplacer, de dériver donc le MDP, le membre gauche de production, je le remplace par le membre droit de production. Là, je fais le contraire. C'est le membre droit de production que je réduis par le membre gauche de production. Donc, ce sont des réductions dans le cas ascendant. Réduction, c'est-à-dire, je pars du programme, toujours de gauche à droite. Je réduis jusqu'à ce que j'arrive à l'axiome. Quand j'arriverai à l'axiome, je dirai que je n'ai pas d'erreur de compilation. Donc, voilà ce qui se passe quand vous lancez une compilation. Pour vous, tout ça est transparent, ça va très vite. Mais en fait, c'est vrai que ça va très, très vite. Très, très vite. Mais il y a beaucoup il y a toute une procédure, il y a toute une méthode qui est appliquée. Alors, donc, il y a deux cas. Toujours dans le cas sémantique. Le cas descendant et le cas ascendant. Alors, le cas descendant, vous avez une grammaire syntaxique. Donc, la grammaire sémantique, c'est quoi? C'est la grammaire syntaxique à laquelle vous rajoutez des procédures sémantiques. Donc, les procédures sémantiques que vous aurez rajoutées à la grammaire sémantique, vous allez les appeler procédures sémantiques ou alors routines sémantiques. Alors, dans le cas descendant, qu'est-ce que vous faites? Si une routine sémantique doit être insérée dans la grammaire, donc, vous avez une grammaire, elle est là, A donne alpha, bêta, avec A non terminal, alpha et bêta sont
T union 1 star, donc ça peut être n'importe quoi. Et si vous pensez qu'il faut une routine sémantique, par exemple, entre alpha et bêta, c'est-à-dire vous insérez une procédure sémantique entre alpha et bêta, alors ma grammaire devient A donne alpha, B, bêta, c'est-à-dire je crée un nouveau nom terminal parce qu'il me fallait un nom terminal entre alpha et bêta. Donc, je crée un nouveau nom terminal B que j'insère entre alpha et bêta et je dirais que B dérive en epsilon. Donc, toutes les procédures que vous avez, toutes les procédures qui sont sémantiques, donc les routines sémantiques, pour ces procédures-là, vous créez des noms terminaux qui dérivent en epsilon et donc ces noms terminaux correspondent à des routines sémantiques. Alors, maintenant, un petit exemple. Alors, if condition, then, instruction 1, else, instruction 2. Et puis, donc on va voir d'abord, en fait, les routines sémantiques, ce n'est pas uniquement ce que vous connaissez avant, ce n'est pas uniquement les contrôles de type, mais tous les branchements, toutes les vérifications de conditions, toutes les affectations, toutes les recherches de variables dans l'ATS, tous les objets que vous cherchez font partie de la recherche sémantique. Donc, par exemple, vous avez if condition dans l'instruction 1, else, instruction 2. Si la condition, c'est une instruction if. Comment il fonctionne le if? Rappelez-vous ce que j'avais donné dans la séance passée, ce que j'avais dit. J'avais dit que, en fait, un code, il peut être très facile. C'est-à-dire quand vous écrivez un code dans un langage, vous écrivez en C++, vous maîtrisez très bien, mais au moment de compiler, vous n'avez pas de compilateur, donc on est en train de construire un petit peu notre petit compilateur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une génération de code qui se fait, c'est-à-dire le programme que vous aviez en C++, hein, il peut être condensé en nombre de lignes, donc un code condensé, mais au moment de le traduire, je vous ai dit, un compilateur, c'est comme un bébé. Un bébé qui apprend d'abord à manger, ensuite à parler, à marcher. Donc, il faut tout lui dire. Donc, quand vous construisez votre compilateur, il faut tout dire au compilateur. Vous allez lui dire, j'ai une instruction qui s'appelle if. C'est quoi l'instruction if? Donc, il faut lui donner d'abord une sémantique. C'est quoi une instruction if? C'est une condition. Donc, syntaxiquement, c'est une condition suivie de then, suivie d'instruction 1, suivie de else, suivie d'instruction 2. Donc, ça, c'est syntaxique. Maintenant, sémantique, qu'est-ce que ça veut dire? Cette petite instruction if, elle va être traduite en un code qui est plus long. Il est plus lent. Vous aviez du code en C++, mais vous n'avez pas de compilateur C++. Donc, vous allez construire votre propre compilateur. Donc, vous allez donner, après avoir donné une syntaxe à if, vous allez donner une sémantique. Vous allez dire ma condition. Si ma condition est vraie et fausse, je vais au else. Sinon, j'exécute le then et je sors. Si vous dites pas je sors, si vous dites pas explicitement je sors, le compilateur ne sortira pas, il générera pas d'erreur sémantique, mais il va vous générer une erreur d'exécution. Parce que vous aurez fait peut-être et l'instruction 1 et l'instruction 2 si vous dites pas on sort. Donc, il y a des erreurs qui font partie de l'exécution. Il y a des erreurs qui font partie de l'exécution, mais nous, on préfère en faire des erreurs de compilation. Par exemple, vous avez ce x égale a plus b, x égale a plus b. Ben, si vous détectez pas cette erreur dans votre compilateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être à l'exécution vous sautez ça, il vous donnera pas de résultat. Pourquoi? Parce que comme il trouvera pas que A et plus B n'ont pas le même type,
et dans votre compilateur, vous n'avez pas détecté l'erreur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer et le résultat attendu pour A plus B ne sera pas correct. Donc, vous allez vous dire, tiens, j'ai une erreur de logique dans mon programme. Donc, on part du principe que il vaut mieux corriger toutes les erreurs en compilation pour avoir une exécution nette et minimale, c'est-à-dire minimiser le nombre d'erreurs dans l'exécution et corriger le tout en compilation. Alors, comment il fonctionne ce if? En fait, quand vous créez un langage, vous concevez un langage, vous êtes des IL et des IV, donc vous aurez à faire beaucoup de code dans votre cursus, c'est sûr, mais votre vie professionnelle aussi. Il y a du bruit. Ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ça va? Oui, madame, ça va. Très bien. Vous m'arrêtez, hein? Vous m'arrêtez, il n'y a pas de souci, hein? Vous m'arrêtez, je reprends. Alors, donc je vais à mon cours. Alors, donc, c'est à vous de donner, quand vous écrivez un programme, c'est à vous de donner la sémantique que vous voulez à votre programme. Nous, dans notre cas, le if, on va dire que si la condition est fausse, je vais au else, sinon j'exécute le let. Ça, c'est une simulation. En fait, l'analyse sémantique est une simulation de l'exécution. Vous préparez, mis à part tout ce que vous connaissez en sémantique, contrôle de type, utilisation correcte de variables, problème d'étiquette utilisée, référencée, etc. Tout ça, c'est de la sémantique. Mais plus que ça, elle permet de vérifier la cohérence pour l'exécution. Donc, vous préparez un code, vous simulez une exécution. C'est ça un compilateur. Donc, en compilation, vous préparez une bonne exécution. Donc, si vous avez décidé de vérifier la condition et si la condition est fausse, vous faites le else, vous vous arrêtez. Sinon, vous faites le then et vous faites un jump vers la fin. Vous faites un jump vers la fin. Si vous décidez de ça, il faudrait traduire, il faudrait associer une bonne sémantique à ce if. Si vous voulez que ça soit autrement, eh ben vous choisissez autre chose. Donc, c'est à vous de donner la bonne sémantique à vos instructions, à vos déclarations, à tous vos contrôles. Voilà. Alors, maintenant, donc si j'opte pour ça, si condition est fausse, je vais au else. Si condition vraie, je fais l'instruction in et je sors. Donc, comment insérer des routines sémantiques au niveau du if? C'est, j'insère une routine à ce niveau, puisqu'il faut que je vérifie cette condition. J'insère une routine au niveau de condition. Cette routine, elle me permettra de vérifier si la condition est vraie ou fausse. Donc, routine 1. Ensuite, si la condition est fausse, je vais au else. Sinon, je fais l'instruction 1. Une fois que j'aurai fait l'instruction 1, je fais un jump à la fin. Donc, il me faut encore une routine à ce niveau. Ici. Donc, c'est une deuxième routine. Si la condition est fausse, je vais faire instruction 2 et je viens à la fin. Dans tous les cas, je m'arrête ici, je m'arrête là, soit parce que j'aurais fait l'instruction 1 et je fais un jump là, soit parce que j'aurais fait l'instruction 2 et donc la fin. Donc, j'ai 3 routines au total. Alors, que devient ma grammaire? Ma grammaire qui était comme ça, elle devient if condition. Donc, c'est une routine A, c'est un nom terminal A. Donc, A, je le mets pas, en fait, il doit être comme ça. D'accord, mais comme c'est lourd,
j'avais préféré ne pas le faire. Then, alors, instruction 1. Là aussi, c'est un nom terminal. Voilà. Voilà. Routine B. Instruction 2. Et la routine C. Voilà ma nouvelle grammaire. Celle-là, c'était la grammaire syntaxique. Celle que je viens d'écrire constitue la grammaire. Alors, pas grave. Donc, ABC. Pardon? Pardon? Oui. Qui c'est qui parle? Qui c'est qui parle? Très bien, c'est parfait, oui. En fait, vous avez un petit programme. Vous avez un programme, bon, pas forcément petit, un programme écrit dans un langage X. Et le langage X, il y a du bruit, il y a des gens qui parlent. J'ai un programme écrit dans un langage X. Vous n'avez pas de compilateur pour ce langage X. On est des informaticiens, on est des IL et des IV, on doit faire beaucoup de code, mais c'est pas grave, si on n'a pas de compilateur, qu'est-ce qu'on fait? On construit nous-mêmes notre compilateur. Qu'est-ce qu'on fait? Le programme que vous aviez écrit dans un langage X pour lequel vous n'avez pas de compilateur, vous allez écrire votre compilateur en traduisant, c'est-à-dire vous savez ce que vous voulez. Hein. Vous êtes par exemple des IV, vous avez une application. Cette application elle a besoin d'un langage qui n'existe pas. Le langage qui n'existe pas, vous savez quelles sont les caractéristiques et les spécificités de ce langage. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez noir sur blanc la syntaxe et la sémantique que vous voulez avoir. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez de ce langage en sortie. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez toutes les contraintes du langage sous forme syntaxique et sémantique. Et la sémantique, qu'est-ce qu'elle fait? La syntaxique, elle vérifie que votre programme est correct sur le plan structure, enchaînement des mots-clés, enchaînement des terminaux. Par contre, l'analyse sémantique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de traduire ce que vous avez écrit en ce que vous voulez. Vous avez écrit un while. Un while, comment il marche? Un while, il dit while condition, d'où instruction. C'est-à-dire, tant que la condition est vraie, faites l'instruction. Le compilateur, s'il n'existe pas, il ne saura pas ce que c'est. C'est vous qui alliez lui dire, tiens, j'ai un while, voilà comment il marche le while, voilà ce que je voudrais avoir comme traduction. La traduction est une compilation. Donc, si vous avez une traduction correcte, après l'exécution va être facile. Et vous allez traduire en instruction toute petite. C'est pour ça que je vous dis, le programme, il peut comporter par exemple 1000 lignes de code. Après, quand vous allez traduire, il peut être multiplié par 10 votre code, mais il sera beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce qu'il sera traduit en code facile pour la machine et après, l'exécution, elle deviendra plus aisée. C'est bon? C'est bon pour la question? Très bien. Oh, pardon? Attends, oui? Pardon? Qu'est-ce que vous dites? Attends, il y a deux étudiants qui parlent en même temps.
C'est le son. Vas-y, c'est toujours Ifrah. D'accord, vas-y, repose ta question. C'est ça. Si vous faites c'est-à-dire vous avez un problème, d'accord? Vous les gens, les développeurs, les gens qui écrivaient des codes, vous avez un problème et il n'y a aucun langage, par exemple, qui répond à votre problème. Qu'est-ce que vous faites? Ah ben, vous dites, moi, je crée mon langage et je crée mon propre compilateur. D'accord? Voilà. C'est bon? Très bien. OK. En fait, ce que je disais lors de l'introduction, comment ils faisaient avant? Avant, ils écrivaient les programmes sous forme de 0 et 1. C'est impossible. C'est très compliqué. Si vous avez une erreur dans un programme où il y a une suite de 0 et 1, allez-y retrouver l'erreur et la corriger. Ensuite, ils sont passés au langage assembleur. Le langage assembleur, c'est pas bon parce que, en fait, si vous devez tout traduire en langage assembleur, ça veut dire que vous devez avoir ça doit se faire sur toutes les machines. D'accord? C'est-à-dire votre code en assembleur doit s'exécuter sur, c'est-à-dire il faut se rapprocher de la machine, connaître de près la machine. Alors, c'est pour ça qu'ils ont pensé à la troisième solution, c'est de traduire directement dans un code de haut niveau et après faire un compilateur. C'est le compilateur qui se débrouille avec l'assembleur. Donc pour nous, si on ne doit pas faire des compilateurs, on s'en fout. Nous, on programme en langage Java. Après, c'est le compilateur Java qui fait tout. Alors, donc je termine le cours. Alors, donc ABC sont des procédures sémantiques. Donc l'instruction if est une instruction syntaxique, mais les procédures ABC. Donc vous dites comme dans le cas ascendant, j'ai dit que A, B, C, ABC. Bon. ABC. Alors. ABC dérive d'ABC dérive en epsilon. Voilà. Alors, ABC. Donc, ABC sont des procédures. Voilà. ABC sont des procédures sémantiques. Elles dérivent en epsilon. A, elle permet de vérifier la condition. La B, elle permet, une fois que j'ai exécuté instruction 1, de sortir. Et la routine C, elle me permet de mettre à jour la fin. Je détaille pas trop ces procédures parce que je reviendrai dessus en détail. Donc là, je passe. Alors maintenant, le cas, s'il n'y a pas de questions, je passe au cas ascendant. Est-ce qu'il y a des questions? Questions? Est-ce qu'il y a des questions? Questions? Non, madame, pour l'instant, ça va. Parfait. OK, très bien. OK. OK. Ce qui change entre le cas ascendant et descendant, le compilateur lui-même, il génère la même chose. Hein. L'enchaînement, les procédures sémantiques sont les mêmes. Ce qui change, c'est juste la grammaire. C'est juste la grammaire qui change. Sinon, les procédures ne changent pas. Donc, dans le cas descendant, là où vous pensez des points, il y a des points, il y a des endroits où il faut insérer des procédures sémantiques. Elles vont dériver en epsilon. Dans le cas ascendant, si vous pensez qu'il y a une procédure sémantique qui doit être insérée entre alpha et bêta, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, entre alpha et bêta, une procédure que j'ai appelée B qui dérive en epsilon. Là, c'est plus des noms terminaux qui dérivent en epsilon, mais si j'ai une route et une grammaire de ce type, une instruction de ce type, et comme tout à l'heure, je dois insérer une routine sémantique à ce niveau, alors, qu'est-ce qu'on fait?
on dit qu'on découpe la grammaire. On dit, on découpe la grammaire. On découpe la grammaire. Comment, décidément, on découpe la grammaire, comment? En créant Madame, est-ce que vous nous entendez? Madame, on vous entend plus. On n'entend rien. grammaire B donne alpha. Pardon? Oui? Il y avait une coupure de sang. Pardon. Il y avait une coupure de sang. Ah, il y a une coupure. Vous pensez que c'est chez moi, c'est sûr? Oui, madame. D'accord. D'accord, je reprends. Donc, le cas ascendant, c'est ça? Alors, Oui. si vous avez une règle à bêta, vous avez une routine entre alpha et bêta, une routine sémantique qui doit s'insérer entre alpha et bêta. Au lieu de créer un nom terminal, vous m'entendez ici? Vous m'entendez? Oui, madame. Oui, on vous entend. Allô? Oui, parce que je crois que j'ai une coupure d'Internet. Oui. Alors, bon, si vous m'entendez, c'est bon. C'est-à-dire que j'ai pas eu de coupure. Alors, on insérait un nom terminal qui dérive en epsilon. Maintenant, j'insère un nom terminal, mais c'est pas de la même façon. Je l'insère pas directement. Je fais un renommage de ma règle de grammaire. Qu'est-ce que je fais? La routine, elle doit être là. Elle doit être insérée à ce niveau. Qu'est-ce qu'on fait? On dit que A donne B bêta, avec B qui appartient à N, et c'est lui qui va donner alpha. Donc, B donne alpha. En plus que ça va correspondre à une syntaxe qui voudra dire que alpha va être réduit en B, mais il y a aussi une routine sémantique, mais il y a aussi une routine sémantique qui y correspond. Correspond. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Ça va? Est-ce que ça va? J'espère que vous n'êtes pas parti. C'est bon? D'accord, parce que quand il n'y a pas de réponse, je me dis peut-être qu'il y a une coupure. Ok, c'est bon, parfait. Alors, là, donc je reviens au cours. Donc ça, c'est l'analyse sémantique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quand c'est le cas descendant, vous créez des noms terminaux qui dérivent en epsilon. Quand c'est le cas ascendant, c'est exactement les mêmes points, c'est-à-dire que vous vous arrêtez au même point, mais vous créez d'autres noms terminaux, vous faites un renommage de la grammaire. Voilà. Et par contre, je disais que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas le code ne change pas. Vous avez votre code. Si vous utilisez une méthode d'analyse ascendante ou descendante,
votre code ne changera pas. Votre traduction dirigée par la syntaxe ne changera pas pour l'exécution. D'avoir une bonne exécution. Alors, comme dans les phases précédentes, cette phase peut échouer, bien sûr. Il peut y avoir des erreurs. Vous qui avez écrit des erreurs, vous avez écrit un programme, vous voulez le compiler, et vous êtes tombé sur des erreurs sémantiques. Ça arrive, hein? Ça arrive. Vous avez, je reprends l'exemple, vous avez, au fait, vous êtes en train d'enregistrer, hein? Est-ce que quelqu'un fait l'enregistrement? Allô? Vous êtes là avec moi? On est là, madame. On est là, madame. Très bien. Est-ce que quelqu'un fait l'enregistrement? Parce que d'habitude, ce sont les étudiants qui le font, hein. Je n'ai pas du tout essayé. Vous me le dites, hein. Vous me le direz. Vous le faites? Oui, madame. Très bien. Oui, parce que d'habitude, ils le font, donc ils me disent de ne pas le faire. OK. Hein? Écrivez-moi, il y a un problème de son. Il y a un problème de son, je ne sais pas ce qui se passe ces derniers temps. C'est bon, ça va, je continue? OK. OK, c'est bon. OK. Voilà. Alors, donc je reprends le cours. En fait, quand vous écrivez un programme, il peut y avoir des erreurs lexicales, il peut y avoir des erreurs syntaxiques. Par exemple, là, vous avez écrit ça, c'est une erreur syntaxique. Il va vous dire, quand vous avez compilé, il va vous dire 2 points égales expected. C'est ça. C'est ce qu'il vous dit, 2 points égales expected. En général. Maintenant, si ça c'est correct, si j'ai pas d'erreur syntaxique, vous allez vouloir faire A plus B et vous l'affectez à X. Si A est integer et B réel, alors il va vous dire erreur sémantique, on ne peut pas sommer deux opérandes différents. Voilà. Voilà ce qu'il va vous dire. OK? C'est bon? Vous voyez? Est-ce que vous voyez mes commentaires? Est-ce que vous voyez mes commentaires? Oui, madame. Oui, madame. OK, parfait. Donc voilà, comme toute étape, elle retourne s'il y a des erreurs. Et un compilateur dans lequel il y a des compiler, corriger, compiler. Voilà. Maintenant, la phase d'optimisation de code. Alors, l'optimisation de code, en fait, c'est une étape qui est optionnelle dans les compilateurs. Mais elle est importante. Elle permet vraiment d'optimiser votre code. Donc, elle permet d'optimiser le code en compilation pour pouvoir avoir une exécution accélérée après. Voilà. Donc, elle améliore le code généré par le compilateur. Alors, les premiers compilateurs n'avaient pas d'optimiseur. C'est avec l'arrivée des nouvelles machines, des nouvelles architectures, que l'optimisation est née. Je prends un exemple, et c'est important d'avoir un code optimal, hein. Je vous donne un petit exemple avant d'aborder celui-là. Je vous donne un autre exemple. Alors, vous écrivez un programme. Ensuite, vous dites go to éthique. Go to éthique. D'accord? Ensuite, ça c'est un programme, hein?
vous écrivez go to éthique, éthique, deux points, pardon, éthique deux points, voilà, c'est ça. J'ai écrit une portion de programme dans laquelle j'ai mis quelque part go to éthique. Go to éthique. Ensuite, éthique deux points. Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que ça valait la peine d'écrire une instruction go to éthique et le éthique juste après? C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ce n'est pas de l'optimisation. Optimisation. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Alors, il aurait fallu mettre directement éthique deux points et vous écrivez votre instruction. Il fallait enlever, il fallait éviter cette instruction en plus. Quand vous écrivez un code en général écrit par les informaticiens, il est énorme. Il est énorme. Donc, si vous faites plusieurs non-optimisations, c'est pas bon. Donc, essayez de gagner du temps en écrivant un code propre et optimal. Un code propre, donc optimal en même temps. Quand un code est propre, il est optimal. Alors, vous êtes plusieurs étudiants. Vous pouvez, en faisant votre TP, par exemple, écrire, vouloir dire la même chose, mais différemment. Ben, il y a certains peut-être qui optimisent mieux que d'autres. Par contre, la question, vous êtes plusieurs étudiants, vous écrivez tous un code optimal. La réponse à la question, est-ce que mon code est le meilleur? La réponse à cette question est indécidable. La réponse à cette question est indécidable. On ne peut pas savoir quel est le meilleur code. On a tous fait de l'optimisation. On a tous essayé de faire un meilleur code, mais je ne peux pas savoir quel est le meilleur code. Chacun a essayé de faire ce qu'il peut. Donc, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Voilà. Vous allez voir quand on va arriver à ce chapitre. En fait, le compile 2, il commence ici. Compile 2. Il commence à une partie de là. C'est une partie, parce qu'il y a une partie qui est faite en compile 1. Donc, compile 1, ensuite, il y aura ça. Optimisation de code. En fait, il y a l'allocation, la substitution. L'allocation, c'est comment réserver de l'espace à vos données. Donc, ça sera un chapitre. Ensuite, optimisation de code. En fait, je l'ai pas mise, l'allocation substitution, je l'ai pas mise parce qu'elle fait partie. C'est vrai que dans le cours, on les sépare, mais elle fait partie de l'analyse sémantique, l'allocation substitution. Alors, l'optimisation de code. Je prends le deuxième exemple. While A positif, do begin, x égale 0, A égale A plus 1, end. Voilà. Alors, c'est un while condition vraie, je rentre dans le begin. Qu'est-ce qu'on remarque? Dans le begin end? Qu'est-ce que vous remarquez? Oui. De x sont ça, mais... Exact. La valeur de x ne change jamais. Qu'est-ce qu'on fait? On fait sortir. Donc, la valeur de x ne change pas dans la boucle. On fait sortir l'instruction. On fait cette instruction x égale 0 hors la boucle. Voilà. Hors la boucle. Voilà. Je la fais sortir. D'accord. Je la fais sortir et du coup, je gagne beaucoup. Pourquoi? Parce que tant que la condition A est vraie, il va mettre encore x à 0, x à 0, x à 0. Donc, vous sortez ce x égale 0. Ça fait partie de l'optimisation. Bon, je ne dis pas plus. De toute façon, on y arrivera quand on fera le cours sur l'optimisation de code objet. Voilà. Si c'est bon, je passe.
La dernière étape de la compilation, c'est la génération de code objet. En fait, on compile pour aboutir à un bon générateur de code, et donc passer à l'exécution. Donc, c'est la dernière étape de la compilation. Dans cette étape, quand vous écrivez vous-même le compilateur, parce que quand je donne au compilateur, je rentre pas dans ces détails. Moi, je donne le programme à compiler et puis il se débrouille. Par contre, si je fais mon compilateur, je dois me rapprocher d'une machine, je dois simuler une machine, donc connaître toutes ses caractéristiques, les registres, le code des opérations, l'accumulateur, toutes les optimisations. Je dois connaître tout ce qui concerne les attributs caractéristiques concernant la machine sur laquelle je dois faire mon générateur de code. Donc, le programme de traduire le programme qui était correct déjà. Donc, à travers les étapes précédentes, on a corrigé toutes les erreurs de compilation. Maintenant, c'est la dernière étape de la compilation. Elle permet de se rapprocher de la machine. Donc, c'est du code assembleur que vous connaissez. C'est la partie la plus simple de la compilation, hein, parce que ça va vous faire revenir au module que vous avez fait en architecture des systèmes qui est l'assembleur. Donc, c'est une étape très simple. Alors, j'espère que vous avez tous fait architecture des systèmes. Les étudiants qui viennent de l'extérieur. J'espère que vous avez tous fait. Alors, la table des symboles. Qu'est-ce qu'elle fait, la table des symboles? J'avais dit que c'était une table qui était vide au début de la compilation. Au fur et à mesure que vous faites votre compilation, au début, en lexical, vous avez inséré juste des objets. Vous avez un programme. Donc, vous avez un programme. Il peut être long. Hein? J'ai un programme. Ce programme contient des identificateurs, des séparateurs, des mots-clés et des constants. Les mots-clés et les séparateurs font partie du langage, donc ils ne sont pas dans la table des symboles. Les identificateurs et les constantes sont vos propres données. Quand vous écrivez un code, vous inventez des objets, c'est-à-dire vous-même. Personne ne vous les impose. Donc, ces objets-là sont nouveaux. Qu'est-ce que vous faites? Vous les insérez dans la table des symboles. Enfin, c'est pas vous, c'est le compilateur. Et le compilateur les met, l'analyse lexicale les met dans la table des symboles. Ensuite vient l'analyse syntaxique. L'analyse syntaxique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle complète cette table par le type de ces objets. Vous avez fait tout à l'heure A, X égale A plus B. Vous avez inséré X. Alors. Vous avez inséré X. Vous avez inséré A. Vous avez inséré B en lexical. En syntaxique, vous allez récupérer le type de X que vous mettez dans la table. Vous récupérez le type de A et B que vous mettez dans la table. C'est-à-dire, quand vous sortez de la syntaxique, vous avez déjà les types des objets. L'analyse sémantique, qu'est-ce qu'elle fait? L'analyse sémantique, j'ai dit qu'il y a la phase allocation, substitution. Vous allouez de l'espace à vos données. X est une donnée. A est une donnée, B est une donnée. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, l'analyse sémantique? Elle repère l'emplacement de X dans le programme. On dira que X appartient, par exemple, au programme principal. Il n'appartient pas à la procédure, par exemple. Donc, vous dites que X appartient au programme principal. Donc, la table des symboles. Dans la table des symboles, vous avez X, vous avez le type de X, vous savez à quelle partie de programme appartient X, et vous aurez aussi l'adresse de X par rapport à l'adresse de base d'un programme, de votre programme. Donc, toutes ces informations-là, elles vont être présentes dans la table des symboles. Et du coup,
Quand vous arrivez à la génération de code objet, ah tiens, vous allez dire, ma table des symboles est complète. C'est pour ça que l'on appelle table des symboles. Table des symboles égale dictionnaire. C'est un dictionnaire. Vous ouvrez le dictionnaire, vous cherchez la variable, il y a toutes les informations, tous les attributs concernant cette variable. Vous avez tout. Voilà. Et c'est ça qui va vous aider pour l'exécution. Alors, traitement des erreurs. Toutes les phases précédentes, toutes les phases de la compilation peuvent comporter des erreurs. Donc, quand vous construisez votre compilateur, vous associez un détecteur d'erreurs. Parce que si vous n'associez pas un détecteur d'erreurs, parfois même un correcteur, parfois il y a des compilateurs qui peuvent aider. Il y a des compilateurs qui génèrent des erreurs, ils vous font sortir. Il y a des compilateurs qui peuvent corriger certaines erreurs. Par exemple, vous avez un identificateur qui est très long. Qu'est-ce qu'il fait le compilateur? Il tronque. Vous avez le mot, par exemple, compilation. Par exemple, il trouve que le mot, que l'identificateur est trop long. C'est trop long. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut tronquer. Il peut tronquer, mais ce n'est pas tous les compilateurs qui le font. Hein. C'est-à-dire qu'il faudrait rajouter cette option dans le compilateur. Voilà, donc il peut tronquer. C'est bon. Ça va? Ça va? C'est bon? Allô? Oui, madame. Très bien. Donc là, je termine ce chapitre. Je vais entamer le deuxième. Je ne vous l'ai pas envoyé. Mais je vais quand même. Est-ce que vous avez d'abord des questions? Je ne passe pas au prochain si vous avez des questions. Alors, votre camarade me dit, alors je vois une question. Elle me dit, alors, dans la partie optimisation de code, on rajoute des règles sémantiques pour détecter ce genre d'erreur. Non. Les règles sémantiques, alors je réponds à la question. Les règles sémantiques sont rajoutées, elles sont rajoutées en analyse sémantique. Et elles permettent aussi de détecter les erreurs sémantiques. C'est-à-dire, en plus des erreurs sémantiques, qu'est-ce qu'elle fait l'analyse sémantique? Elle traduit en code plus long, mais plus simple. D'accord? Plus simple. Par exemple, le if. Le if, c'était une instruction petite. If était une instruction petite, mais pas compréhensible, mais la machine ne la comprend pas. Qu'est-ce qu'on fait? On la traduit. Par contre, l'optimisation de code, qu'est-ce qu'elle fait? L'optimisation de code, c'est du code qui est correct. Quand le code est correct, l'optimisation de code, elle permet de réduire les redondances. Par exemple, les deux cas que je vous ai donnés, les instructions qui se répètent, qui ne servent à rien, les variables que vous utilisez, par exemple, dans une portion de programme, vous utilisez une variable et vous pensez que cette variable ne va pas être utilisée plus tard. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez la réutiliser pour autre chose si vous pensez que son résultat n'influe pas. Voilà, donc l'optimisation de code,
c'est pas comme l'analyse sémantique. L'optimisation de code, elle permet d'optimiser le code. L'analyse sémantique, elle permet de donner un code correct. Voilà. Alors, d'autres questions? Autre question? Autre question? Ça va. OK. Je commence le deuxième cours. En fait, le deuxième cours est une petite révision, mais c'est pour en fait mettre tous les étudiants au même niveau. Sinon, après, on pourra pas comprendre tous le même langage. Donc voilà. Alors, je vous ai pas donné le cours parce qu'en fait, je suis passée d'une machine à une autre. Je suis passée d'un environnement à un autre et il m'a alors. Ça va, vous voyez le cours? Vous le voyez le cours? OK. Donc il m'a un petit peu désorganisé les choses, hein. Les choses, donc je vais le réarranger, vous l'envoyer. Mais le chapitre, c'est un chapitre 2, hein. Chapitre 2, traduction dirigée par la syntaxe. Alors, c'est quoi une traduction dirigée par la syntaxe? Je viens de le dire. C'est une analyse sémantique. Qu'est-ce qu'elle fait, l'analyse sémantique? Elle est en étroite relation avec la syntaxique. Vous ne pouvez pas faire de l'analyse sémantique si vous n'avez pas une bonne syntaxique. Mais elle permet de donner un sens à vos programmes, à votre code. Exemple. Vérifiez qu'un identificateur a été bien déclaré. Un identificateur a été bien déclaré. Par exemple, vous écrivez, attendez, vous écrivez que X, A, X, Y sont des integers. Voilà. Égal. Ensuite, dans votre programme, vous écrivez quelque chose du genre X égale A plus B. Il va vous dire B non déclaré. Ça, c'est sémantique. D'accord? C'est une erreur sémantique. Il va vous dire que B n'est pas déclaré. Ou alors, encore un autre exemple. Vous avez déclaré alors AXY. Et puis, quelque part, qu'est-ce que vous faites? Vous faites Y égale X multiplié par 2. X multiplié par 2. Vous avez déclaré X, mais pas Y. Il vous dira, le compilateur vous dira Y non déclaré. Donc, il n'est pas déclaré du tout. D'accord? Donc, voilà les erreurs sémantiques que vous pouvez avoir. Et pour détecter ceci, pour détecter ce genre de problème, vous associez des routines sémantiques. À quel niveau? Vous associez des routines sémantiques au niveau de Y et au niveau de X. C'est la même routine. C'est celle qui permet de chercher un identificateur. Tiens, vous avez Y. Y, il était censé être dans la table des symboles. Or, il n'a pas été déclaré, donc vous ne le trouverez pas. Ben, vous allez le chercher, vous allez trouver qu'il n'existe pas. Donc, vous allez écrire une routine dans laquelle vous allez dire, je cherche Y dans la TS. Si Y n'existe pas, comme Y n'existe pas, il y a une erreur sémantique. Il peut pas avancer quand il y a une erreur sémantique. Qu'est-ce qu'il fait en général le compilateur? Il va jusqu'à la prochaine instruction. Il va jusqu'au prochain point-virgule. Il ignore toute l'instruction. Il va ignorer toute l'instruction. Il va jusqu'au prochain point-virgule. Et il va vous dire toute cette instruction. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette instruction. La même chose, X, il va chercher X.
X a été déclaré, donc il est censé être dans la table des symboles. Il le trouve. Donc, s'il le trouve, c'est bon. Il va récupérer son type. Maintenant, si toutefois, vous avez mis quelque chose de ce genre, voilà. Vous avez mis quelque chose de ce genre, Y, attends, X, Y. Je n'ai pas déclaré le Y ici. Je ne l'ai pas déclaré ici, le Y. Je l'ai déclaré à ce niveau, Y, qui est de type booléen. Y est de type booléen. Y est de type booléen, il existe. Hein, il va le trouver dans la TS. Il va trouver X, mais il va vous dire Y et X n'ont pas le même type, incompatibilité de type, donc erreur sémantique. Ça c'est la traduction dirigée par la syntaxe qui le fait. C'est cette phase. Donc, on a un schéma, on part d'un programme source, on fait une analyse lexicale, on fait une analyse syntaxico-sémantique avec une génération de codes intermédiaires, postfixé, quadruplé, abstrait, par exemple. Vous générez du code intermédiaire. Ce code intermédiaire qui est correct, c'est celui-là qui va être traduit en code objet. C'est celui-là qui va me générer du code objet. Et après, ça sera la phase exécution. Donc ça, c'est le premier exemple. Vous avez ici la concordance des types dans une expression. Bon, j'en ai parlé. X et Y n'ont pas le même type. Je peux pas faire une opération dessus. Utilisation correcte d'une étiquette. Vous avez fait quelque part. C'est bon, vous me suivez jusque-là. Vous me suivez? Les étudiants. Ça va? Ça va? Ça va? Très bien. OK, bien. Alors, le deuxième exemple, vous écrivez quelque part, go to étiquette. Or, vous oubliez de mettre étiquette quelque part. Hein. Vous oubliez dans votre programme l'instruction étiquetée par l'étiquette. Vous oubliez dans le programme l'instruction étiquetée par l'étiquette. Alors, je pose une question. Quel type d'erreur il va vous dire? C'est important. J'aimerais bien que vous me répondiez. Quel genre d'erreur il va dire? Quel genre d'erreur il va nous dire? Quel genre d'erreur? Vous avez référencé une étiquette, mais vous avez oublié de la nommer, cette étiquette. Vous avez oublié vous avez oublié de la définir ou l'utiliser. On dit utilisation ou définition. Qu'est-ce qui se passe? Quel type d'erreur on aura? Indépendamment du module compile. Hein. Quel type d'erreur on aura? Vite, je veux une petite réponse. Une erreur syntaxique. Non, c'est pas une erreur syntaxique. Non, réfléchissez encore un petit peu. C'est une erreur? Runtime error. Une erreur? D'exécution. Runtime. Bien, il y a des étudiants qui me disent erreur d'exécution. Oui. C'est pour ça que je voulais une première réponse déjà de votre part. En fait, c'est une erreur d'exécution. Mais nous, quand on fait un bon compilateur, on veut pas que ça soit une erreur d'exécution. On veut que ça soit une erreur de compile. D'accord? Quand vous faites un bon compilateur, eh ben, ça sera une erreur de compilation. On va en faire
nous allons en faire une erreur de compile. On fera une erreur de compile dans notre cas. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter dans notre compilateur quelque chose, une routine sémantique, parce que c'est elle qui découvre les erreurs. On va rajouter dans notre programme quelque chose, une routine sémantique qui dira, j'ai trouvé une étiquette, c'est bon, c'est un go-to. Il faudra la chercher quelque part dans le programme, cette étiquette, en compilation. Hein. Si elle n'existe pas, c'est une erreur de compile. Donc, on essaiera d'en faire une erreur de compile et non pas d'exécution. Il y a aussi des erreurs de ce type. Elles sont un peu plus faciles, mais c'est quand même une erreur. Le contraire, hein. Étiquette, A égale A plus B. Vous avez ça. Vous avez ça. Vous avez étiquette A égale A plus B. A égale A plus B. Mais vous avez oublié quelque part de dire go to étiquette. C'est quel type d'erreur celle-là aussi? Vous avez oublié on dit, celle-là c'est une référence. Celle-là c'est l'utilisation ou la définition. C'est pas pareil. Hein? Celle-là on l'appelle référence, celle-là on l'appelle utilisation ou définition. Qu'est-ce qu'on va dire? J'ai trouvé cette instruction, mais j'ai pas trouvé celle-là. On va dire ici, là. Après, quand il aura parcouru tout le programme, il va dire étiquette, référencée, mais non définie. Ou utilisée, c'est pareil. Est-ce que c'est une erreur d'exécution ou de compile? Est-ce que c'est une erreur d'exécution ou de compilation? Hein? Oui, en fait, c'est une erreur d'exécution, mais nous, on va en faire une erreur de compilation pour minimiser. Nous, on fait des compilateurs complets, OK? Donc, c'est ça. Donc, voilà le type d'erreur. Voilà le type de choses que vous faites en sémantique, d'accord? Donc, l'analyse sémantique, elle vous permet de détecter tout ça. Donc, mis à part ce que vous connaissez déjà, parce que vous êtes des informaticiens, donc vous faites beaucoup de programmes que vous compilez. Donc, mis à part tout ce qu'on vous sort en compilation, eh bien, l'analyse sémantique, c'est ce qu'elle fait aussi. Elle permet de traduire, elle retrouve tous ces types d'erreurs, elle traduit aussi. Je prends d'autres cas. Vous avez le cas d'une procédure. Vous avez une procédure, exemple. Donc, c'est une procédure. Une procédure, elle a un nom, elle a une liste de paramètres. D'accord? Voilà. Une liste de paramètres. Procédure, exemple, liste de paramètres. Voilà. Eh bien, la traduction, tout ce qui se passe concernant ce petit mot-clé procédure est énorme. D'accord? La sémantique du mot-clé procédure est énorme. Qu'est-ce qui se passe? Au mot-clé procédure, il va être associé un niveau dans le programme. Ce n'est pas le programme principal, c'est une procédure. Donc, il y a un niveau dans l'organisation des données. C'est-à-dire, vous allez réserver de la place. Vous allez réserver de la place à cette procédure qui s'appelle exemple. Cette procédure, elle a des paramètres. Le nombre de paramètres, il faut le compter. Ces paramètres, ils ont un type qu'il faut sauvegarder. Quand vous déclarez cette procédure, il faut que ça apparaisse quelque part, que c'est une déclaration. Il faut que ça apparaisse quelque part quand vous faites le call à cette procédure. Il faut qu'on sache que c'est un call, d'accord? Que c'est un call. Tout ça fait partie de l'analyse sémantique. Donc, l'analyse sémantique, c'est quelque chose d'énorme. Quand vous appelez une procédure, il y a des paramètres qui sont empilés.
Donc, les paramètres de la procédure sont empilés. Ils sont empilés. Les paramètres de la procédure sont empilés, donc il y a une pile d'exécution de cette procédure, etc. Donc, voilà tout ce qu'on fait en sémantique et c'est du compile 2. OK? C'est-à-dire tous les cas difficiles, c'est du compile 2. Ça va?